Salut à vous, je suis très contente de venir aujourd'hui pour enfin faire cette vidéo sur les anti-héroïnes d'Otessa Moshfegh. Vous allez voir qu'en fait on va vraiment élargir et je suis hyper impatiente de partager avec vous toutes ces réflexions. Otessa Moshfegh, c'est une autrice que vous avez sans doute déjà croisée en scrollant sur Instagram. C'est une autrice que j'ai mis très longtemps à lire étant donné que c'est une autrice états-unienne, contemporaine, adoubée par énormément de contes littéraires qui ne lisent absolument pas ce que je dis d'habitude. Bref, ça semblait être beaucoup d'éléments qui n'indiquaient pas que j'allais aimer Otessa Moshfegh. Quelle ne fut donc pas ma surprise d'être ma foi fort séduite par les 3 romans et le recueil de nouvelles que j'ai lu d'elle, puis écouter beaucoup d'interviews d'elle et lire également beaucoup de ses échanges avec la presse écrite. J'ai aussi lu ses œuvres en langue originale et donc ça me permet de faire un point idéal pour vous parler du sponsor de cette vidéo, à savoir Rosetta Stone. Je vous en ai déjà parlé, Rosetta Stone c'est une application qui permet d'apprendre les langues d'une manière bien particulière en se concentrant sur l'écoute et la prononciation. Der Hund darf nicht mit dem Zug fahren. Der Hund darf nicht mit dem Zug fahren. Ce qui vous permet d'avoir une prononciation adéquate, de perfectionner votre accent même si vous parlez déjà et que vous comprenez déjà une langue, qui vous permet donc d'avoir accès finalement à énormément de ressources comme des interviews d'autrices par exemple, comme des émissions littéraires dans d'autres pays, et qui le fait de manière hyper ludique avec une progression du vocabulaire et une progression des exercices qui est à mon sens très bien pensée, très logique et qui permet presque d'être en immersion dans la langue alors même qu'on est chez nous tranquille en train d'utiliser l'application. C'est une offre qui vous permet d'avoir une super réduction sur leur offre Lifetime, c'est-à-dire que vous payez une fois et vous avez accès pour toute votre vie à Rosetta Stone. Vous pouvez en fait sauter d'une langue à l'autre, vous pouvez ouvrir différents comptes entre guillemets d'apprentissage pour chaque langue. J'aime vraiment piocher dans plusieurs langues pour un petit peu avoir une base en fait. J'aime avoir cette connaissance même minime du fonctionnement des langues et des conversations de base parce que je voyage beaucoup. Bref, je remercie encore une fois Rosetta Stone d'avoir été le sponsor de cette vidéo. Concernant Otessa Moshfegh, j'ai lu Eileen pour commencer, puis My Year of Rest and Relaxation, non, puis Death at Her Hands, puis My Year of Rest and Relaxation et Homesick for Another World qui est un recueil de nouvelles. Et forcément à la lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de constater ce que j'avais déjà vu revenir dans la plupart des critiques de l'autrice, à savoir la particularité et les caractères assez atypiques de ses protagonistes féminines. Moshfegh écrit beaucoup de personnages féminines, elle écrit aussi des hommes bien évidemment, et par exemple dans Homesick for Another World il y a quand même pas mal de nouvelles qui sont incarnées par des protagonistes masculins. Mais aujourd'hui je vais me concentrer sur ces protagonistes féminines et partager avec vous plusieurs réflexions qui me sont venues à la lecture de ces romans. Dans les romans de facture classique qu'on peut trouver par exemple au 19e, au 20e et au 21e et même avant finalement, en tout cas dans les histoires au sens large, étant donné que ça n'a pas toujours été des romans, on retrouve souvent, quasiment toujours finalement, des personnages qui sont soit vraiment des personnages héroïques, ça c'est vraiment dans la littérature un peu plus ancienne, soit des personnages qui appartiennent au commun des mortels mais qui vont se distinguer au fur et à mesure que l'intrigue progresse par une évolution positive au niveau psychologique, au niveau moral, qui vont incarner des questionnements, mise en pratique de certaines valeurs et qui vont donc forcément être marqués par une évolution remarquable et toucher, côtoyer un petit peu la dimension héroïque. On retrouve plus tardivement l'opposé, c'est-à-dire les anti-héros, tout simplement, les anti-héros, pardon, je sais pas pourquoi j'ai pas fait la liaison. Là, il y a quelques noms qui viennent immédiatement en tête. Personnellement, je pense tout de suite à Valmont dans Les Liaisons Dangereuses, je pense que c'est l'un des exemples les plus typiques et les plus appropriés du anti-héros. On peut aussi penser à Bardamu, bien évidemment, dans Voyage au bout de la nuit. J'ai vu revenir le nom de Don Quichotte plusieurs fois. Je suis pas forcément d'accord avec cette classification, mais admettons. Je pense que Humbert de Nabokov est également un anti-héros par excellence. Okonkwo dans Things Fall Apart de Chinua Achebe est un personnage anti-héroïque qui est assez intéressant à analyser. Julien Sorel pourrait également en être un. La liste pourrait continuer, mais vous voyez que la liste est exclusivement masculine. En faisant quelques recherches sur internet pour préciser cela et pour essayer de voir si je pouvais trouver des anti-héroïnes, quelle ne fut pas ma surprise de voir revenir à de nombreuses reprises le nom de Phèdre. Je suis absolument pas d'accord avec l'idée que Phèdre serait une anti-héroïne. Vous comprendrez peut-être un peu plus ma position après avoir regardé cette vidéo. À la limite, je pense qu'on pourrait classifier la marquise de Merteuil, toujours dans Les Liaisons Dangereuses, comme étant une anti-héroïne probable. Mais vous voyez, on sèche assez rapidement quand il s'agit de trouver des anti-héroïnes. Notamment car
lorsqu'il s'agit de parler d'anti-héroïnes, il faut s'interroger sur les valeurs déterminées par la norme comme étant celles des héroïnes. Étant donné que l'anti-héros et l'anti-héroïne se construisent par opposition au personnage héroïque, que ce soit une femme ou un homme, on est obligé d'interroger et de partir de ce postulat. Quelles sont les valeurs, quelles sont les représentations, quelles sont les actions et les idéaux portés par des héros et des héroïnes. Ça fait beaucoup de liaisons, pas de liaisons dans cette vidéo. Bear with me. Ces valeurs, déterminées par la norme lorsqu'il s'agit des héroïnes, sont un petit peu difficiles à repérer, étant donné qu'on peut en fait difficilement penser qu'il s'agit des mêmes que celles rencontrées chez les héros. Peut-on penser que pour les héroïnes, la plupart du temps présentées en littérature, il faudrait s'attarder sur le courage, la bravoure, l'exemplarité, l'action, l'intelligence et l'ingéniosité? Les siècles de littérature masculine et souvent misogyne, finalement, nous ont privés de ces personnages féminines qui seraient des personnages dans l'action, qui seraient des personnages remplis de prouesse et d'ingéniosité face à l'adversité. L'héroïne, dans l'Antiquité même, c'est plutôt celle qui attend, celle qui est fidèle, celle qui se sacrifie pour son amour ou pour sa famille. Je parle bien sûr ici en généralité, mais je pense qu'on pourra toutes et tous être d'accord avec ça. Les quelques femmes qui s'y opposent sont en général décrites comme des monstres, toujours dans l'Antiquité. Si vous pensez à Médée par exemple, si vous pensez à Circé, si vous pensez à Athalie dans la pièce de Racine, pour n'en citer que quelques-unes, ce sont des femmes qui s'opposent à ces idées de dévouement, de sacrifice pour le mari, pour le père, pour la famille, pour l'amour à tout prix, qui ne sont pas des personnes qui vont respecter les normes établies, qui vont se soumettre finalement à ce qu'on pourrait qualifier bien évidemment dans une analyse féministe de patriarcat, et donc elles sont décrites comme monstrueuses. Alors même que les personnages du même type, qui seraient donc plutôt rebelles, qui seraient donc plutôt audacieux, qui penseraient par eux-mêmes et agiraient en fonction, sont présentés comme des personnages amélioratifs, positifs, admirables, et souvent admirés et respectés. Quelques siècles plus tard, la princesse de Clèves incarne les mêmes valeurs de sacrifice, de dévouement, de respect des règles, et est considérée sans doute comme l'une des héroïnes les plus connues de la littérature française. Alors, serait donc une anti-héroïne toute femme qui s'opposerait donc à ces valeurs de l'héroïne. Donc toute femme intrépide, toute femme qui n'obéirait pas, toute femme qui ne tomberait pas amoureuse et qui n'aurait pas de famille. Le fait que Phèdre soit revenu très souvent dans la liste semble concorder cette analyse ô combien désolante et déprimante. Parce que Phèdre, effectivement, n'obéit pas. Phèdre ne tombe pas amoureuse de la bonne personne. Merteuil elle-même vient corroborer cette hypothèse. Car Merteuil, c'est une femme qui est, certes, machiavélique à certains points, mais qui essaye de survivre dans un monde masculin, qui refuse de céder autant que faire se peut aux conventions, et qui apprend à penser par elle-même dans l'esprit pur et dur du libertinage, tel qu'il est conçu d'un point de vue philosophique. Anna Karénine également, qui elle aussi peut être considérée comme une anti-héroïne finalement. Son courage et sa liberté sont en réalité implicitement présentés par Tolstoï comme égoïstes, moralement répréhensibles, et Anna Karénine à la fin que l'on connaît, tout comme notre chère Emma Bovary, même si encore une fois je pense que là il y a un petit peu plus à dire. Une femme qui oserait faire ses propres expériences, qui oserait faire sa propre expérience même de la pensée, peut-être que là nous avons la représentation de l'anti-héroïne telle que nous la présente la littérature majoritairement masculine. Récemment, j'ai lu Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet au programme du club de lecture, cette autrice haïtienne que je ne connaissais absolument pas. Et j'y ai retrouvé dans le personnage de Claire l'une des premières potentielles vraies anti-héroïnes, qui ne donc pas juste une femme intrépide, une femme courageuse, une femme qui ne respecte pas les normes genrées. Elle est méchante, elle est manipulatrice, elle est amère, elle est assez toxique, obsessionnelle, bien qu'elle ne soit pas non plus la caricature d'une méchante sorcière ou des antagonistes qu'on retrouve dans une littérature plus ancienne, avec ces sorcières, ces femmes fatales, ces commères, les marâtres, les mauvaises belles-mères, etc. Qui ne sont en aucun cas, à mon sens, des anti-héroïnes, car elles n'occupent jamais la première place, ce sont souvent finalement des personnages de seconde zone, de seconde catégorie, et elles ne sont en réalité que des tropes sexistes et redondants, donc je pense qu'on peut difficilement les présenter comme de réelles anti-héroïnes. Chez Mosfeg, ce qui est intéressant, c'est que ces anti-héroïnes sont un petit peu différentes et peuvent peut-être répondre à ces problématiques qu'on vient de soulever. Les personnages féministes
féminines, mais peut-être féministes de Mosfeq sont perçues comme dérangeantes par la société, notamment en raison de la place ou de la non-place qu'elles accordent aux hommes dans leur vie et que donc l'autrice accorde aussi aux hommes dans ses romans. Dans Aileen, l'homme c'est le père de la protagoniste qui est vieux, isolé, alcoolique, absolument répugnant et maltraitant, mourant mais pas assez rapidement au goût de sa fille pour la libérer. Et cet homme se démultiplie finalement dans les figures des mineurs incarcérés, étant donné qu'Aileen travaille dans le milieu carcéral. L'homme c'est aussi le collègue avec lequel Aileen s'imagine avoir des rapports charnels, mais avec qui elle ne relationne jamais, avec qui elle n'interagit que très très peu. Alors qu'au contraire, elle va nouer une relation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus forte et qui occupera une grande partie, toute la deuxième partie du roman finalement avec Rebecca, une autre femme qui arrive dans son milieu professionnel. Dans A Year of Rest and Relaxation, le petit ami de la protagoniste est un homme finalement minable, imbu de lui-même, totalement prévisible, encore une fois très très maltraitant, qu'on pourrait même qualifier de violeur en réalité, et qui ne sait absolument pas coucher avec des femmes et qui ne sait absolument pas considérer les femmes comme des personnes à part entière. Voilà. Dans Death at Her Hands, le mari est décédé, mais il hante les souvenirs de la protagoniste. Ce fantôme, c'est aussi le miroir de l'emprise qu'il avait sur elle de son vivant. Et les femmes, dans les romans de Ottessa Moshfegh, en tout cas ceux que j'ai lus, voient les hommes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire souvent des êtres minables, inintéressants, pathétiques, décevants à tout point de vue, décevants au niveau sexuel, décevants au niveau émotionnel, décevants au niveau intellectuel. Elle se préoccupe dans la majeure partie des cas, bien moins de ces hommes qu'elles ne se préoccupent d'elles-mêmes, de leur imaginaire, de leur propre corps, de leurs propres obsessions ou des autres femmes qui peuplent leurs relations souvent quand même assez restreintes. Les protagonistes de Moshfegh sont par ailleurs extrêmement intéressantes parce qu'elles sont toujours ancrées dans une forme de marginalité et d'ostracisation, ou plutôt devrais-je dire peut-être même de marginalisation et d'ostracisation, étant donné que c'est toujours présenté, même si on peut toujours s'interroger sur la fiabilité ou pas de cette narratrice, toujours perçue et présentée comme étant l'œuvre de cette personnage. Cette ostracisation n'est pas uniquement subie, elle est aussi activement construite, et je pense que l'exemple le plus flagrant et frappant, c'est effectivement celui dans My Year of Rest and Relaxation, étant donné que, pour vous la faire très courte, c'est une femme qui se coupe du monde volontairement, notamment en abusant de médicaments visant à dormir, parce qu'elle ne veut plus vivre pendant un certain temps. En tout cas, c'est une marginalisation et une ostracisation qui apparaît et qui est toujours présentée comme voulue et en construction par cette protagoniste elle-même, mais qui est aussi, il me semble, le symptôme et le symbole d'une société précarisante, d'une société misogyne, d'une société marquée par une aporie relationnelle. Le personnage de Moshfegh évolue vraiment dans des États-Unis qui sont des États-Unis qui ne font absolument pas rêver, qui sont bien éloignés du rêve américain et qui en fait reprennent même le motif du rêve américain pour le subvertir et en faire quelque chose de totalement outrancier, totalement dépassé. Aileen n'a pas d'amis, elle ne communique que très difficilement avec ses collègues, elle est finalement sa propre geôlière, et c'est intéressant étant donné qu'elle-même travaille dans un centre pénitentiaire et surveille des mineurs masculins qui sont en juvenile, qui sont incarcérés, mais elle est sans doute dans une prison d'une certaine manière bien plus conséquente, parce qu'elle est en permanence en train de se juger, notamment à travers sa corporalité. Il y a un dégoût extrêmement fort de son corps, de ses fonctions biologiques de base. Il y a énormément de scènes où elle va expliquer comment elle va aux toilettes, tout simplement, son utilisation des laxatifs. Elle est dégoûtée par sa sexualité, elle est totalement dévorée par des angoisses et par une incapacité à interagir avec les autres. Dans Death in Her Hands, la protagoniste est isolée géographiquement, ce qui est une autre forme d'ostracisation, bien évidemment. Elle est veuve, elle est vieille, et le roman offre principalement une plongée dans sa psyché, dans un cheminement personnel, dans sa subjectivité, qui ne laisse place à personne d'autre, si ce n'est à une personnage fantasmée. Je ne veux pas trop vous en dire, je pense que c'est un roman vraiment intéressant, je vous encourage à le lire par ailleurs, en flirtant avec le flux de conscience, tout en n'étant une réflexion méta sur l'écriture et l'inspiration. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. A Year of Rest and Relaxation, qui est celui que j'ai le moins aimé, je précise si jamais ça vous intéresse, c'est quant à lui, je vous l'ai dit, le projet d'hibernation coupé du monde d'une femme à New York, qui est sans famille, qui a une seule amie qu'elle passe son temps à maltraiter tout au long du roman, et qui agit d'ailleurs comme un double
assez intéressant à analyser comme duo. Ces femmes, elles essaient aussi toutes de fuir, vous l'aurez vu, je pense. Eileen fuit, réellement, je ne veux pas trop vous en dire. Dans My Year of Rest and Relaxation, c'est une fuite à travers la consommation totalement débridée et totalement par ailleurs invraisemblable, mais parfois drôle, bizarrement drôle, de médicaments, de somnifères, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Dans Death at Her Hands, c'est une fuite également après le décès de ce mari. Cette vieille dame, cette vieille dame s'installe seule dans les bois quasiment avec son chien. Toutes les protagonistes de Mosfeg fuient d'une manière ou d'une autre la réalité, une réalité qui leur est imposée par cette société. Aussi une fuite face à des traumatismes qui sont toujours effleurés, jamais explicitement abordés par l'écriture. Constante chez Mosfeg, qui est très intéressante je trouve. Cette fuite et ces réactions face à ces traumatismes, ce ne sont jamais des réactions et une fuite pleine de grâce, de bienveillance ou de lumière. Non, ce sont plutôt des réactions qui sont marquées par l'amertume, la rancœur, la peur, la jalousie, des fantasmes morbides. Et Mosfeg est très clair à ce sujet et c'était l'une de ses ambitions d'écriture. Derrière ces protagonistes, qui sont considérés comme antipathiques et inconventionnels, se pose aussi la question de la santé mentale, bien évidemment. Question qui est, je pense, subtilement, encore une fois, rendue politique par Mosfeg, qui décrit par touches, qui paraissent anodines, en tout cas à la lecture, les limites de notre société, que j'ai déjà décrites, la précarité, le manque de relations, le mal-être, bien évidemment, et le vide de sens, l'incapacité aussi peut-être parfois d'explorer et d'exprimer certaines idées profondes qui sont morbides, inacceptables, à la limite presque des pensées intrusives qui semblent vraiment aussi revenir fréquemment et parfois confinées à la folie quasiment. Et ça, Mosfeg le fait aussi en utilisant l'ironie, l'humour. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce sont des personnages qui sont très sarcastiques, mais ne semblent parfois pas se rendre compte de l'intelligence qui sous-tend ces sarcasmes. Et si vous faites quelques rapides recherches sur Mosfeg, vous verrez que ce sont ces personnages qui intriguent le plus. Leur réception, je pense, est en elle-même révélatrice de ce que renferme encore cette question des anti-héroïnes dans notre conception de la littérature, des personnages, de la féminité et du genre. Chris, elle-même, dans plusieurs interviews, s'interroge sur cette réception et sur cette obsession en fait face à ces personnages féminines et à la quantité et la teneur des questions qui lui sont posées justement à ce sujet. Cela rejoint, il me semble, ce que je disais en début de vidéo, à savoir que les anti-héroïnes ne sont pas une évidence. Au XXIe siècle, en 2024, malgré toutes les études littéraires, malgré tout ce qui a pu être dit sur le personnage et la personnage non, elle est souvent absente parce que ce mot épicène même est rarement genré au féminin. Donc oui, les anti-héroïnes ne sont pas une évidence, elles ne sont en fait pas une habitude en littérature, elles sont presque même un impensé réel et un angle mort de l'analyse féministe, je pense, de la littérature. Et je crois qu'il est vraiment très important d'en venir à cette conclusion que non, les anti-héroïnes ne peuvent pas être considérées comme la version au féminin des anti-héros. En fait, il ne s'agit pas de prendre par exemple Raskolnikov ou Heathcliff dans Léo de Hurlevent et d'en faire des femmes. Ça fonctionne pas. Si les anti-héros sont souvent pris eux-mêmes dans un faisceau de contraintes et de problématiques sociales, comme par exemple la lutte des classes, comme par exemple le racisme, comme par exemple la santé mentale aussi avec la folie, les anti-héroïnes, elles, sont aussi prises dans tous ces faisceaux-là sociaux, mais en plus, bien évidemment, pèse sur elles le poids du patriarcat, le poids du genre, et ce genre sévit aussi bien dans le récit, que dans l'esprit de l'écrivain, de l'écrivaine qui l'écrit, que dans l'esprit de toutes les personnes qui vont réceptionner et lire ces ouvrages. Et donc, ça offre effectivement un pan assez important d'analyse et de questionnement quant à la question des anti-héroïnes. Ce qui différencie peut-être les anti-héroïnes de Mosfeg, c'est qu'elles tentent, je crois, au maximum de dépasser ces conventions et de présenter à la fois de potentielles réelles anti-héroïnes, qui ne sont donc pas juste des versions féminines des anti-héros, qui ne sont pas non plus uniquement des femmes qui s'affranchissent des normes sociales. Elles sont parfois égoïstes, elles sont menteuses, elles sont mauvaises réellement, parfois même cruelles, sans raison légitime. Dans My Year of Rest and Relaxation, je pense qu'on peut vraiment parler de cruauté à l'encontre de l'amie féminine
sans raison en réalité, tout en maintenant, je crois, un certain réalisme, qui est le réalisme suivant. Ce sont des femmes prises dans une société patriarcale. Et qu'en faire alors? Comment les traiter? Comment les percevoir? Et comment les accueillir, nous, en tant que lectrices? Bref, la lecture d'Ottessa Moshfegh a été pour moi très revigorante et vivifiante, parce que je pense qu'elle propose des choses qui sont réellement nouvelles. Effectivement, c'est parfois un peu répétitif, mais c'est pas sans être intéressant. C'est parfois vraiment intriguant et, ma foi, fort édifiant de voir les thématiques et les obsessions d'un auteur ou d'une autrice évoluer au fil des années à travers les différentes parutions. Je pense que ça, avec Ottessa Moshfegh, c'est clairement visible et moi j'aime beaucoup. Deuxièmement, ça m'a vraiment fait réfléchir à cette question des anti-héroïnes, à laquelle j'avais pas vraiment accordé beaucoup d'importance jusqu'à maintenant, et je me dis que c'est un vaste sujet qui mériterait beaucoup plus de recherche et qui mériterait de convoquer énormément de références littéraires mondialement. Et c'est un travail que, ma foi, j'aimerais peut-être bien entreprendre et qui m'a paru extrêmement intéressant et être presque un champ un petit peu redynamisant et motivant à la croisée de l'analyse féministe et de l'analyse littéraire. Pour toutes ces raisons, je vous encourage à lire Ottessa Moshfegh, je vous encourage à la lire en anglais si vous le pouvez, je vous encourage aussi à aller jeter un œil à l'offre promotionnelle de Rosetta Stone, et je serai très intéressée d'avoir vos avis sur cette vidéo, sur ses réflexions, sur cette autrice, sur ses ouvrages. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.